Les élections d'octobre au Québec nous appellent à prendre la pleine mesure des changements climatiques dans lesquels nous avançons. Comme nous l'avons expérimenté partout sur la planète, le réchauffement a des conséquences immenses sur la santé humaine, sur l'environnement et l'économie. La communauté scientifique est sans appel. L'humanité est assise sur un volcan. Demain Verdun, mouvement citoyen engagé pour la transition écologique et sociale, associé à Viro Vert, a invité les candidates des partis politiques officiels de l'Assemblée nationale à présenter leurs engagements lors du prochain mandat du gouvernement. Le Québec doit participer pleinement à cet effort pour réduire les gaz à effet de serre. Nous invitons nos concitoyens et concitoyennes à voter le 3 octobre pour choisir un ou une représentante qui défendra ces valeurs. À cette occasion, vous exprimerez votre opinion sur des enjeux qui vous tiennent à cœur. Vous donnerez votre opinion sur l'administration des programmes du gouvernement et vous assurerez la vitalité de notre démocratie. Bonne écoute! Alors nous, on a fait une annonce pour réduire de 45% d'ici 2030. 2030, on s'entend, c'est dans 7 ans, parce que 2022, c'est fini. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est avoir une production et une consommation responsable. D'avoir aussi le pollueur-payeur, que le pollueur-payeur paye. Et il faudrait voir aussi à long terme, si le Québec était un pays, il faudrait voir à long terme d'avoir que les coûts des énergies soient internationales et non pas seulement locales, à savoir provinciales ou fédérales dans notre cas. Alors nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut accompagner les industries dans la transition énergétique envers l'électricité, la biomasse. La biomasse, c'est toutes les matières organiques d'origine végétale, animale ou bactérienne et même fongique. Et on veut instaurer un budget carbone, le carbone qui est source de chaleur d'électricité, et on veut retirer le mazout. Et on veut favoriser les transports, les industries, les bâtiments, de faire leur changement énergétique avec un accompagnement. C'est ça la solution. Il faut accompagner non seulement nous, les utilisateurs, mais aussi les industries. Il faut qu'on le fasse tout le monde ensemble. Le gouvernement et nous, les consommateurs. Alors nous, on a présenté un projet qui s'appelle « Doubler le transport en commun d'ici 2035 et instaurer une passe climat », ce qui veut dire que c'est une passe sur le transport annuel de 365 $ par année. Alors c'est $1 pour se mobiliser, soit en autobus, en métro, en train de banlieue, en tramway et même des traversiers. Alors, $1 pour se déplacer par jour, c'est ça qu'on veut, ce qu'on vise, nous, d'ici 2035. On veut aussi rétablir la subvention pour les véhicules électriques à 8 000 $, cette subvention-là qui a été abolie. On veut aussi augmenter l'achat d'installations électriques pour les voitures électriques dans les maisons et que toutes les nouvelles constructions, à 100%, elles aient déjà cette borne électrique dans les maisons. Parce qu'actuellement, par exemple, moi, si je veux une voiture électrique, je ne peux pas la charger autour de chez moi, il n'y en a pas de borne. Alors, c'est cette accessibilité-là à la borne électrique. Et aussi d'avancer à 2030 la vente de voitures neuves à essence. Alors, d'ici 2030, on abolit toutes les voitures à essence d'ici 2030. Et, c'est sûr, déployer l'infrastructure du transport en commun, mettre plus de transport en commun, doubler, c'est ça qu'on veut, doubler, et avoir notre passe climat qui est à $1. Je pense que tout le monde, pour $1 de transport en commun par jour, là, on le ferait. Là. Voilà ce qu'on propose. Alors nous, on veut favoriser la production alimentaire carboneutre. C'est la première chose qu'on veut faire.
Et on veut commencer à subventionner les agriculteurs pour entamer une transition vers une production alimentaire végétale. On veut leur faire leur place. On veut doucement, tranquillement commencer à les amener à s'alimenter végétalement. Et aussi, c'est sûr que pour parvenir à la souveraineté alimentaire, il faut développer l'agriculture biologique et développer la culture urbaine. Et là, je vais vous donner l'exemple de ma famille, mes grands-parents chiliens. Alors nous, on sortait dans la cour arrière et on mangeait les tomates, on mangeait les oignons, on mangeait les coings, les fruits, les coings, on mangeait les avocats, on mangeait les raisins. On avait des raisins dans notre maison aussi. Alors, c'est ça, c'est d'arriver à établir dans nos cours un pommier, un poirier, planter dans notre cour notre petit jardin et avoir plus d'espace ici à Verdun pour les jardins urbains, là, puis favoriser plus d'étalement pour avoir ces jardins urbains collectifs, là, et amener les enfants aussi à s'intéresser à ce genre d'agriculture-là urbaine. Mon petit-fils l'a fait, l'ont développé à l'école Sol-Rieur ici, Verdun, sont très ouverts à ce genre de développement de l'agriculture urbaine. Ils le font devant l'école, en arrière de l'école, et on entretient les jardins pendant l'été. Les parents, les enfants vont les entretenir pendant l'été. Alors, je pense que c'est personnel qu'il faut le faire, mais aussi, nous, amener aussi à favoriser un développement biologique, soutenir nos agriculteurs dans le développement biologique, parce que c'est pas facile pour eux de changer du jour au lendemain. L'agriculture, elle est ce qu'elle est. C'est leur gagne-pain aussi, il ne faut pas les pénaliser, il faut les accompagner. Alors, on va comprendre que le logement social a 3 paliers, le palier municipal, le palier provincial et le palier fédéral. Et au municipal, on va passer le terrain, on va réserver des terrains pour faire du logement social. Le provincial va subventionner et le fédéral va construire, par exemple, les HLM. Et depuis 1994, le fédéral n'a pas construit aucun HLM ici au Québec. Et aussi, les subventions au logement sont arrivées maigrement. Ils nous ont envoyé une enveloppe en 2021, mais une enveloppe assez maigre qui n'a pas permis d'aider non seulement les gens de Montréal, mais aussi des régions comme Longueuil, comme Châteauguay, où les logements sociaux ne se construisent pas. Alors, pour arriver à s'en sortir de tout ça, moi, je ne vois que l'indépendance du Québec. On gère nos propres budgets, on construit nos propres logements sociaux et on fait aussi un programme, bien sûr, Axélogie, il faudrait réinvestir dans Axélogie, et on parle de logement abordable, non pas par rapport au coût moyen du logement, par exemple un 5,5 qui vaut 1 300 $, mais par rapport à notre capacité de payer un logement. Ça veut dire qu'une famille monoparentale, je prends comme exemple, qui fait 30 000 $, elle n'a pas les moyens de se payer un loyer, un 4,5 à 1 000 $ ou un 5,5 à 1 200 $. Alors, il faut revoir ces programmes-là, puis de parler d'abordabilité par rapport à notre capacité de payer et non par rapport au marché. Et construire des logements sociaux de plus en plus parce que nos aînés vont en avoir de besoin, nos familles monoparentales en ont besoin. Les familles monoparentales aujourd'hui, c'est pas juste des femmes avec des enfants, il y a des hommes avec des enfants aussi. Et si on est indépendant, mais cet argent-là, au lieu de l'envoyer au fédéral à Ottawa, mais on l'a ici, puis on s'en sert de façon intelligente pour nos citoyens et bâtir. Et c'est ça, puis éviter, en fin de compte, il faut savoir vivre tout le monde ensemble, puis éviter l'étalement urbain aussi, qui passe aussi par, on accapare nos terres agricoles ou les biodiversités, les espaces de la biodiversité. Premièrement, une seule voiture dans la maison. On a juste une voiture et cette voiture-là, je la partage avec ma fille. Ma fille, elle a 2 petits garçons. Moi, j'ai son plus grand parce que mon petit-fils, le plus vieux, habite avec moi. Alors, on a une voiture pour 2 familles.
Et on s'organise très bien avec ça. Deuxièmement, avec Angèle, mon petit-fils, bien, le vélo pour aller à l'école. Alors, ça oblige grand-maman à faire du vélo. Marcher, bien sûr. Moi, je vais au travail, quand je vais travailler au centre-ville de Montréal, je vais en transport en commun. Puis tout simplement parce que c'est plus rapide, puis on n'est pas dans le trafic parce que c'est plat. En fait, compte, la voiture, on la garde comme un véhicule récréatif pour sortir de l'île de Montréal, puis voyager, puis aller se promener, aller à la plage, des choses comme ça. Autrement, je viens d'une famille où le recyclage a toujours existé. On recyclait les cannes, les bouteilles, le carton et on jetait jamais la nourriture, à savoir que les gens défavorisés au Chili venaient cogner à nos portes puis on leur donnait des restants, le pain dur ou des fruits ou des choses qu'on n'allait pas manger. Alors, j'ai toujours été très sensibilisée à ça. J'achète pas en grosse quantité, j'achète juste le strict minimum parce qu'en grosse quantité, bien, tu finis par avoir des pertes. Et j'achète local. Voici, ça c'est un achat local. J'essaie de favoriser tout ce qui est local. La robe, elle est locale, elle est faite par un designer ici montréalais. Alors j'essaie de toujours de me concentrer sur le local. Une consommation locale. Je favorise beaucoup dans l'épicerie acheter québécois. Pour moi, c'est non négociable. Le yogourt, le lait, le fromage. Aujourd'hui, bien là, c'est les récoltes. Alors, on mange nos belles tomates roses et nos beaux concombres. Mais c'est ça. Je fais attention. J'essaie de ne pas surconsommer. Si j'ai un téléphone intelligent, je vais essayer de le garder jusqu'à temps qu'il brise. Je ne vais pas changer pour changer. Il faut qu'il brise. Et je garde mes choses en bon état, en fin de compte. Je ne changerai pas une paire de souliers parce que le talon il est brisé. On va aller chez le cordonnier. Puis, on coud les vêtements qui se brisent. Comme j'ai été élevée, comme mes grands-parents nous ont élevés quand on était petits, parce qu'eux autres, ils vivaient avec moins de moyens que nous en ce moment.